Pour nous, c'était simple. Nous n'avions qu'un corps, une même existence. La main de Ben était la mienne, mon pied était le sien. Sa tristesse me dévastait et ma douleur le faisait pleurer. Sa joie me faisait éclater de rire et mon bonheur le surexcitait. À cet âge, c'est vivre seul qui nous paraissait triste. Quand les adultes s'interrogeaient sur l'absence de nos parents, nous, c'était plutôt sur les enfants uniques qu'on se posait des questions. Grandir à deux donne confiance. On partage tout sans craindre le manque. Quand l'un défaille, l'autre prend le relais. Quand le second se perd, le premier l'aide à se retrouver. Seul, désormais, j'en fais le décompte. À deux, filles et garçons, j'étais au complet. 4 ans après l'ongle de choc provoqué par la familia Grande dénonçant l'inceste commis sur son frère jumeau par leur beau-père, elle est de retour avec un roman, une formidable histoire d'amitié fusionnelle entre deux enfants, une réflexion aussi sur les injonctions qui pèsent sur les deux sexes et sur l'héritage de la libération sexuelle des années 60 et 70. Camille Kouchner est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Camille Kouchner. Bonjour. Vous êtes donc de retour 4 ans après la familia Grande, vendue à plus de 450 000 exemplaires et qui a surtout engendré un grand débat national et la création de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Est-ce qu'il a été difficile de se remettre à écrire après ce livre où finalement son succès vous a porté ? Je crois que ça a été indépendant de la sortie du livre. J'ai commencé à écrire Immortel tout de suite après la Familia Grande. J'ai pas regardé trop ce qui se passait. Enfin, j'ai regardé pour la société, pour la Ciivise, etc. Mais moi, je suis restée un peu dans ma bulle et dans ma bulle d'écriture. Donc, j'ai tout de suite enchaîné. Alors, vous publiez donc ce roman, donc Immortel, et on y découvre K, coincée sur son lit d'hôpital juste après l'ablation de son sein droit. Elle vient d'apprendre la mort de Ben, qui est le garçon avec qui elle a grandi, qui était pour elle comme son frère. Et en fait, le livre remonte un peu le fil de leurs souvenirs d'enfance. Ils grandissent dans la France d'après mai 68, au milieu de parents intello et pas forcément préoccupés par le bien-être de leur progéniture. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes passé par la fiction pour raconter cette histoire-là ? En réalité, à ce moment-là, au début de l'écriture, j'ai lu Léo de Hurlevent et j'avais envie de raconter l'amitié. Et les Hauts de Hurlevent m'ont beaucoup marqué sur le lien, sur la qualité de ce lien entre un garçon et une fille. Et je me suis dit, c'est assez proche, en fait, de ce que moi j'ai pu vivre dans ma relation avec mes amis d'enfance, avec certains amis d'enfance. À ce moment-là, je me posais la question de l'enfance aussi. La sortie de la Familia Grande, j'ai reçu beaucoup de témoignages, etc. Et j'avais cette question récurrente qui était, mais que fait-on de son enfance ? D'accord, il y a des drames, ok, il y a de la violence, mais il n'y a pas une enfance qui se maintient en nous pour la vie. J'avais cette question-là qui me taraudait. Et je me suis dit, pour retrouver l'enfance, il faut que je retrouve mes amis d'enfance. Et donc, voilà, j'ai eu envie de passer par là. Vous replongez aussi sans doute un peu dans vos propres souvenirs avec Ben et K qui grandissent donc dans cette France post-68arde avec des adultes issus de la génération de la libération sexuelle. Vous réglez un peu vos comptes parfois avec cette génération qui s'est évidemment battue courageusement pour plein de liberté, mais l'a parfois fait payer très cher à ses enfants. Oui, je ne sais pas si je règle mes comptes. Ce que je voudrais, moi, surtout, c'est poser un regard sur les enfants, pas sur les parents. Donc, je sais que c'est très tentant de s'intéresser aux parents, mais Ben et Cass sont des enfants qui grandissent et c'est à eux que je voulais m'intéresser. Encore une fois, après la Familia Grande, j'ai reçu tellement de témoignages de gens qui sont nés dans ces années-là. C'est à eux que j'avais envie de rendre hommage. Alors, évidemment, il y a un contexte. Le contexte, c'est d'avoir des parents. Et donc, dans une première partie de livre, il y a ces parents. Mais pour moi, ce livre, il est surtout sur ces enfants et sur les enfants de cette génération-là. Qui subissent aussi leurs contradictions. On le voit avec la mère de K, qui donc militante féministe, qui revendique haut et fort le droit des femmes, mais qui fait subir à sa fille plein d'autres injonctions.
Oui, oui, bah, je crois que ça rejoint la question de comment est-on femme dans cette société. Les injonctions paradoxales, on n'arrête pas d'en recevoir. Il faut être ceci, cela, être trop ceci, pas assez cela, etc. Donc j'ai incarné toutes ces contradictions dans un personnage. Je me suis amusée quand même à le construire. Voilà, c'était assez agréable de construire ce personnage de Béa qui regroupe un peu, oui, voilà, c'est à la fois la lutte et à la fois les paradoxes, quoi. De dire, bon, bah, il faut pas être conforme, mais quand même, il faut se conformer un peu. Ouais. Et qui montre aussi que le féminisme a évolué et a beaucoup changé. Ce qui est particulièrement intéressant, et moi, il m'a beaucoup interpellée en tant que mère d'un garçon et d'une fille, c'est que justement, vous montrez que les injonctions, elles ne pèsent pas que sur les petites filles. Ben n'est pas en reste, lui aussi subit, peut-être de façon plus insidieuse, je ne sais pas, mais des injonctions, des violences. Vous avez cette phrase que je trouve très forte, je cite qu'un passage, mais il y a la fille et le garçon, celle qu'on viole, celui qu'on violente. Finalement, tout le monde est victime de ce système. Bah oui, je me posais cette question-là, quoi. Je me suis dit, mais comment devient-on homme? Comment devient-on femme? Et à travers ces années 80, 90, quelle est cette violence qui s'abat sur les petits garçons et les petites filles pour qu'ils deviennent autres que ce qu'ils étaient quand ils étaient enfants? Alors, voilà, je l'ai ancré dans ce moment-là, parce que je pense que c'est un moment particulier, les années 80, 90, etc. Et j'ai essayé... oui, c'est une question qui est importante pour moi. Les garçons aussi subissent cette violence. Donc j'avais envie de le montrer, mais par l'école, par le collège, par le lycée, par leurs liens entre hommes. Ils sont pas... voilà, je pense ils sont aussi le réceptacle d'une violence qui n'appelle pas de leur vœu. Et vous l'expliquez, et vous le démontrez très bien dans le livre. On va faire une petite pause pour écouter la chanteuse Suzanne. Je crois que vous en avez entendu parler, notamment de son nouveau single « Je t'accuse ». Clin d'œil évidemment au J'accuse d'Émile Zola. Elle interpelle la justice et dénonce son inaction dans les affaires de violences sexistes et sexuelles. On aperçoit dans le clip des victimes de violences anonymes, mais aussi Muriel Robin, Catherine Ringer ou encore Charlotte Arnoux qui a porté plainte contre Gérard Depardieu et Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot. Regardez. T'étais où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. Voilà, la chanteuse Suzanne, on aperçoit sa larme qui, elle aussi, s'est dit victime de violences sexistes et sexuelles. Elle cite le nom de Gisèle Pellicot, qui a rappelé le besoin urgent évidemment, d'une meilleure prise en charge des violences sexistes et sexuelles. Caroline Darian, dont on voit le visage, a elle aussi décidé de porter plainte finalement pour viol contre son père Dominique Pellicot. La parole se libère clairement, et évidemment tant mieux autour des violences envers les femmes, mais qu'en est-il de l'inceste et des violences faites aux enfants? C'est le dernier tabou pour vous? Vous parlez de Caroline Darian, il s'agit d'inceste. Hein. Oui. Ouais. Donc voilà, déjà, libérer la parole, ça commence par appeler les choses par leur nom. Donc pour Caroline Darian, en effet, je comprends vraiment qu'elle pose cette question à la justice. Et d'ailleurs, je ne comprends pas que la question n'ait pas été déjà explorée. Enfin, bon, donc moi, je la soutiens vraiment beaucoup dans son combat. Ce clip, il est magnifique. C'est Andrea Bescon qui l'a réalisé. On y voit Lies Loufoque, etc. Ce sont des militants incroyables qui se battent pour l'enfance, justement. Alors que ce soit à l'ASE ou que ce soit contre les violences pédocriminelles qui ne sont pas de l'inceste ou celles qui sont de l'inceste, etc. C'est pas une histoire de tabou, c'est une histoire de volonté politique, c'est une histoire de moyens financiers. Pour l'instant, il n'y a que les militants qui bougent, quoi. Et c'est assez désespérant. Oui, vous trouvez peut-être qu'on n'en fait pas assez. On peut rappeler les chiffres qui sont douloureux, mais qu'il est bon de marteler. Je crois qu'il y a 5,5 millions de Français qui se sont dit victimes de violences dans leur enfance. On parle de 3 enfants par classe. Bah oui, enfin moi moi j'ai écrit des romans, donc voilà, j'ai pris un autre chemin, mais par ailleurs je suis juriste, donc je suis tout ça de très près. Je trouve qu'on n'avance pas beaucoup. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous aide, vous, dans votre, justement, dans ce combat? C'est la littérature, peut-être? Oui, moi, c'est ma manière d'essayer de chercher une vérité. C'est d'écrire, donc de passer par des choses qui sont romancées, fictives, là, pour Immortel, en tout cas, et de raconter, enfin, de donner une représentation des choses. Voilà. Et là, je passe par le roman pour donner une représentation des choses. Que ce soit par le cinéma, que ce soit par la musique, que ce soit par la littérature. Je pense que montrer à voir, c'est très important. Il n'y a pas que le droit dans la vie, et il y a aussi ça. Et la culture est très, très importante pour réformer les esprits. Ouais, et les mots aident aussi à saisir ce qui se passe dans la réalité. Merci beaucoup, Camille Kouchner. On va finir avec un coup de cœur culturel. Le féminisme, finalement, n'est pas très loin. Vous nous parlez d'un film. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. Mais j'ai vu récemment Oksana, qui a été réalisé par Charlène Favier, et que j'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé que les images étaient très belles, que le récit était incroyable. Et surtout, j'ai beaucoup appris sur ce mouvement des Femen et sur la lutte menée par cette femme. Oksana Chatsko, qui est donc fondatrice de ce mouvement. Exactement, et qui a fini par mettre fin à ses jours. Mais ce féminisme radical, ce féminisme dont on a besoin, j'ai été très impressionnée par ce film. Bon, et ben on va aller voir ça. Merci beaucoup, Merci. Camille Kouchner, pour ce conseil. Merci et évidemment pour ce livre Immortel, paru aux éditions du Seuil. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Oksana, le film de Charlène Favier qui revient sur la naissance des Femen. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Vous êtes arrivé en France quand? En 2013, Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? on était engagés là-bas. C'est-à-dire? Je suis réfugiée politique, artiste, activiste, extrémiste. Революция? Поворачивайся. Je donnais ma vie à Femen.